안녕하십니까. 시사포커스 강민입니다. 박정희 대통령에 대한 평가가 아직도 엇갈리고 있습니다. 특히 이제 정치 세력화된 무리들이 공과 가를 평가하자고 나서고 있는데, 이 동시에 평가하자는 이 얘기를 잘 들어보면은 공의 혜택을 받은 사람들이 과를 평가하자는 좀 아이러니한 상황이 우리나라에 벌어지고 있거든요. 근데 이게 굉장히 내부 분열 형태로 비춰지기도 하고, 그래서 우리가 오늘은 내부의 시각이 아닌 외부의 시각에서 박정희 대통령을 어떻게 평가하는지 알아보는 시간을 마련했습니다. 오늘 모신 분은 지금 어제 이제 폐막한 프랑스에서 자라고 공부한 세바스티앙 베르트랑 교수님을 모셨습니다. 현재는 이제 박정희 학술원 선임 연구원이시고, 이거 발음도 좀 어려운데 프랑스의 장송드 사이 교수로 재직 중이십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 뭐 간단하게 자기소개 좀 부탁드려도 될까요? 네, 세바스티안 베르트랑입니다. 프랑스 사람입니다. 한국말을 못해서 죄송합니다. 네, 오늘은 그래서 저도 프랑스 불어를 잘 못하고, 그래서 그 법치와 자유민주주의 연대 이지연 이사님한테 통역을 부탁드릴 예정입니다. 그래서 자막으로 베르트랑 교수님이 하시는 말씀을 자막으로 내보낼 예정입니다. 예. 일단은 저는 좀 궁금한 게 그 프랑스 분이신데 박정희 대통령에 대해서 공부하게 된 계기가 있을까요? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, il y a plus de 20 ans, j'ai vu un documentaire américain tiré d'une série qui s'appelle People Century, et le titre était Asia Rising. Et ce documentaire était consacré à l'ascension économique de la Corée du Sud à partir des années 1960. Alors on y parlait souvent de Park Chung-hee, et souvent en termes très critiques d'ailleurs. Et dans les images diffusées, il y avait un extrait de la fameuse cérémonie du 15 août 1974 et de la tentative d'assassinat sur le président Park Chung-hee. Et on voyait notamment le président Park, juste après la tentative d'assassinat, se relever, se remettre à son pupitre et dire la fameuse phrase « 하던 얘기를 계속 하겠습니다 ». J'ai été absolument fasciné par sa réaction et par ce sang-froid assez exceptionnel. Et donc ce documentaire m'a donné envie d'en savoir davantage. Mais je n'ai commencé vraiment à approfondir mes recherches qu'une dizaine d'années plus tard, grâce à un poste de professeur dans des classes préparatoires aux grandes écoles qui me permettait de parler davantage de l'histoire de la Corée du Sud. 이제 박정희 대통령에 대해서 이제 수업도 준비하시고 공부도 계속 하셨는데 하면서 어떤 점이 가장 매력적이었나요? Alors, je suis toujours passionné, moi, par le destin de cet homme qui a vécu une vie qu'aucun scénariste d'Hollywood n'oserait imaginer. Ça aurait pu inspirer Shakespeare s'il avait vécu au XXe siècle. C'est une vie d'aventure, c'est une vie faite de réussite et d'échecs, c'est une vie faite de drame, de passion, qui épouse vraiment toutes les convulsions de la Corée du Sud durant cette période, en fait. Et au-delà, je suis particulièrement intéressé par son côté visionnaire, par la capacité qu'il a eue de réfléchir très tôt sur l'histoire de son pays, sur le destin de son pays, sur l'ambition qu'il a développée pour son pays et qu'il a mise en œuvre. 그럼 이제 박정희 대통령에 대한 국제적 평가나 인식은 어떠한지 좀 알고 싶은데요. Alors, il m'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas fait le tour du monde pour savoir ce qu'on pensait de lui dans chaque pays. Mais je peux toutefois avancer quelques impressions pour 3 pays. Alors il me semble qu'au Japon, il est connu et assez populaire, comme on peut l'imaginer, parce qu'il admirait ce pays et il a très vite cherché à surmonter les blessures de la période coloniale. Aux États-Unis, il y a une littérature assez abondante sur Park Chung-hee, qui est à la fois estimé pour sa capacité à avoir développé économiquement son pays et critiqué pour son autoritarisme, pour les atteintes à la démocratie. C'est une évaluation qui est conforme au concept de démocratie libérale américaine. Et en France, je vais quand même parler de mon pays, il est très peu connu et très souvent réduit aux caricatures dans les ouvrages généraux, l'ancien soldat de l'armée japonaise, ce qui est faux, puisqu'il était dans l'armée du Manchukuo, le général dictateur, voilà. Donc en fait, on l'associe rarement au développement économique de son pays, ce qui est assez étonnant. Alors, les études sur l'ère Park ne sont pas très nombreuses. Elles concernent souvent l'aspect politique et parfois avec une dimension militante.
J'ai cependant rencontré des Français plus âgés que moi qui se souvenaient des reportages lors de son assassinat en 1979 ou de l'assassinat de son épouse en 1974 et ça les avait beaucoup impressionnés. Donc je suppose en fait que de façon générale, Park Chung-hee est peu connu, voire inconnu en dehors de l'Asie ou des pays qui appliquent le mouvement Semaul aujourd'hui et encore. Mais c'est bien, ça montre que ce que nous faisons aujourd'hui est utile. 저도 이 내용 자체가 굉장히 의미가 깊다고 생각하는데 역사학자시니까 제가 한 가지 원론적인 얘기를 여쭤보자면 가난한 그 국가에서 민주주의를 할 수 있다고 생각하는지 그리고 이런 식으로 그러니까 쉽게 말하면 진정한 민주주의를 그 빈국에서 실행 국가가 있었는지 역사 안에서 좀 그게 좀 알고 싶습니다. Alors ça c'est une question passionnante, mais très vaste et très compliquée parce qu'il y a plusieurs degrés de pauvreté, de même que la notion de démocratie a plusieurs sens selon les époques, selon les régions du monde. Même si aujourd'hui, c'est plus la notion de démocratie libérale qui s'est imposée. Donc c'est un concept qui est caractérisé, voilà, je donne quelques critères sans prétendre à l'exhaustivité. C'est un concept qui est caractérisé par un réel pluralisme politique, par des alternances entre différents partis, par des processus électoraux fréquents, transparents, par une délégation des pouvoirs des citoyens et des représentants, par un état de droit qui garantit les libertés fondamentales, par une séparation des pouvoirs, par une corruption faible, aussi faible que possible. Mais c'est une définition qui s'enrichit, qui évolue sans cesse. Alors plus modestement, je vais plutôt évoquer de façon assez schématique le degré de démocratie et de développement pendant la période de guerre froide, durant laquelle de nombreux pays ont connu une croissance économique. Alors il apparaît que le nombre de démocraties libérales, si on prend en compte tous les aspects que j'ai développés, est très limité pendant plusieurs décennies. Et il s'agit souvent de pays développés. La majorité des pays d'Europe de l'Ouest et du Nord, le Japon, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les États en développement, les pays pauvres, comme on les appelle encore parfois dans les années 1950, sont souvent dirigés par des régimes autoritaires ou totalitaires, où ce sont des démocraties naissantes et ou instables, qui connaissent des périodes autoritaires, voire des périodes de guerre civile. Oui. Mais pourtant, il est rare de trouver des dirigeants ou des régimes politiques qui se vantent d'être d'impitoyables dictateurs, bien sûr. Le plus souvent, ils se réclament toujours d'une certaine volonté du peuple, d'une émanation du peuple. Alors, maintenant, je souhaiterais examiner plus précisément le cas des 4 dragons d'Asie orientale, c'est-à-dire Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud et Singapour, qui ont connu justement leur croissance, leur développement économique à partir des années 1950-1960. Alors, ce ne sont pas du tout des démocraties libérales au sens actuel. Ce sont des régimes forts que l'on peut qualifier de régimes semi-autoritaires ou autoritaires. Mais il y a des nuances. Si on prend par exemple la question du pluralisme politique et de sa représentation dans les parlements de ces pays ou de la colonie britannique de Hong Kong. Oui. On constate que le seul de ces 4 États, ou de ces territoires, si on considère évidemment Hong Kong est une colonie britannique, ça n'est pas un État, le seul de ces 4 États où plusieurs partis sont représentés et s'expriment, c'est la Corée du Sud. Oui. À Hong Kong, il n'y a pas d'élection avant 1985 et le gouvernement britannique nomme les membres du Conseil législatif. Oui. Alors, à Singapour, le Parti d'Action Populaire, qui est dirigé par Lee Kuan Yew, c'est le seul parti représenté au Parlement jusqu'en 1984. Et à Taïwan, le Kuomintang est le parti unique jusque dans les années 80. Et pourtant, ces 4 pays, ou ces 3 États et ce territoire, ont connu un développement économique exceptionnel durant cette période. Donc, pour conclure sur cette question qui est fondamentale, et encore une fois, là je fais une réponse schématique et qui manque bien sûr de nuances, nous ne disposons pas d'assez de temps pour ça, on peut dire que la démocratie libérale, que le pays soit riche ou pauvre, c'est souvent le résultat d'un long apprentissage, de nombreuses réformes, de révoltes, de révolutions parfois. Et assez souvent, le besoin de vivre mieux, l'urgence de sortir de la pauvreté, conduit à adopter des solutions autoritaires qui sont considérées par les dirigeants et aussi parfois par la population comme plus efficaces, plus rapides que les processus démocratiques traditionnels. Ça a fonctionné dans certains cas, mais dans d'autres cas, bien sûr, ça a parfois prolongé la misère. Alors en France, nous avons connu quand même 5 républiques. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que la démocratie se stabilise, près de 100 ans après la Révolution française. Et mon pays s'est développé économiquement sous des régimes autoritaires comme sous des régimes démocratiques, mais c'était avant le XXe siècle.
c'était 그럼 이제 인류사를 들어서 이제 강하고 부자 나라를 만든, 그러니까 인류사라기보다는 현대에 들어서 강하고 부자 나라를 만든 권력자들이 암살을 당한 사례가 있을 수 있는데, 근데 그 암살자를 긍정적으로 평가하는 나라가 있는지. 우리나라는 그 박정희 대통령을 암살한 김재규라는 그 암살범을 긍정평가하는 세력들이 있고, 그들이 일정 부분의 권력을 갖고도 있거든요. 그래서 좀 이거를 다른 나라에도 이런 사례가 있는지 좀 묻고 싶어서. 예. C'est une question intéressante et compliquée. Je vais prendre l'exemple de Kim Jae-kyu et je vais essayer peut-être d'élargir un peu la réflexion. 네. Déjà, il faut rappeler que lorsque Kim Jae-kyu assassine très violemment le président Park Chung-hee le 26 octobre 1979, tout porte à croire qu'il n'y a pas de projet politique derrière. La décision semble précipitée, l'assassinat se fait dans la confusion, c'est que Kim Jae-kyu a erré un peu sans trop savoir quoi faire jusqu'à son arrestation. Alors, il prétend avoir voulu restaurer la démocratie, mais c'est très difficilement crédible, compte tenu de sa participation, de sa direction à de nombreuses actions arbitraires et répressives pendant 18 ans. Alors, par la suite, des sources confirment qu'il était en contact avec des opposants au régime. Mais ça, moi, ça me semble plutôt confirmer une forme d'opportunisme politique que des convictions démocratiques profondes. Dernier élément qui me semble très significatif. Moins de 3 semaines avant la mort de Park Chung-hee, il ne faut pas oublier que Kim Jae-kyu a ordonné l'assassinat de l'ancien directeur du KCIA en exil, Kim Yong-guk, qui était alors en France, peut-être parce qu'il craignait des révélations compromettantes. C'est un signe quand même assez fort. Alors, si je rappelle tout ça, c'est parce que l'image d'un assassin politique et son jugement dans l'histoire varient beaucoup. Et on a souvent tendance à oublier un peu les faits et à décontextualiser. Alors, certains justifient le tyrannicide, ce qu'on appelle le tyrannicide, c'est-à-dire le fait d'assassiner un dirigeant tyrannique plutôt que de le priver de son pouvoir de manière légale ou sans s'en débarrasser physiquement. Par exemple, si les résistants allemands au nazisme avaient réussi à assassiner Hitler, surtout quand les nazis commençaient à perdre la guerre et à exterminer les juifs, il est certain qu'ils seraient aujourd'hui considérés comme des héros en Allemagne. Mais Hitler a créé un État totalitaire, terrible, avec un système concentrationnaire, a voulu exterminer des peuples, a voulu réduire des peuples en esclavage, a plongé l'Allemagne, a plongé le monde dans la plus terrible des guerres, de façon d'ailleurs tout à fait consciente, tout à fait délibérée. Donc, il a mené son propre pays à la ruine totale, sans jamais chercher à le sauver en voyant que les choses prenaient une mauvaise tournure. Mais, je dirais, si on refaisait l'histoire, pour de potentiels assassins de Staline ou de Mao Zedong, qui ont persécuté leur peuple, qui ont déporté ou affamé des millions de gens, en laissant derrière eux un pays toujours pauvre ou au mieux mal développé, là il me semble que la vision des choses serait différente. Car aujourd'hui, en Chine communiste, ou même en Russie, on garde une certaine admiration pour ces dirigeants absolument monstrueux, en raison d'une forte propagande d'État. Bon, donc la Corée du Sud est aujourd'hui un État démocratique, prospère, et c'est très bien comme ça. Mais on doit constater, je pense, 3 choses. Park Chung-hee a été assassiné alors que sous son leadership, son pays était en pleine résurrection. Et pas seulement sur le plan économique. Depuis près de 2 décennies, et son pays était sorti de la pauvreté. Kim Jae-kyu, en faisant ce geste, n'a pas du tout fait progresser la démocratie, comme on le voit dans la suite des événements. On peut même considérer qu'il en a retardé le développement, en voulant légitimer un assassinat politique au nom d'un système, la démocratie, qui par définition condamne ce type de geste, et en commettant un acte purement personnel en dehors de tout soutien populaire. Et troisième chose, même s'il faut éviter de réécrire le passé en fonction du présent, il est normal que les figures historiques soient jugées différemment selon les époques, parce que la mémoire dépend des hommes, et parce que l'histoire, c'est une construction humaine. 자, 그러면 얘기 잘 들어봤고요. Question 3. 역사 안에서 우리가 이런 업적들을 보통 권력자의 업적으로 볼 때가 많아요. 뭐 한강의 기적이라든가 뭐 이런 여러 가지 얘기들을. 그런데 우리나라에서는 박정희 대통령 관련된 업적은 꼭 박정희 대통령이 이룬 업적이 아니라 국민이 이룬 거다라는 얘기를 강조하는 경우가 굉장히 많은데 이런 사례들을 역사학자로서 이게 보는 시각은 어떤지.
Je crois on ne peut pas opposer les deux, surtout dans le cas sud-coréen. Il serait tout aussi absurde de dire qu'on peut développer un pays économiquement sans leader que de dire qu'on peut développer un pays sans peuple. Ça n'a pas de sens. D'abord, Park Chung-hee a toujours eu foi dans son peuple. Une foi immense, puisqu'il répète systématiquement que la seule richesse de la Corée du Sud, ce sont les Sud-Coréens, parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles. Alors oui, il se montre dur, intransigeant envers ce peuple, sur lequel il porte aussi un regard critique. Il dit que c'est un peuple qui a l'habitude des querelles. Pour autant, il essaye d'en rester aussi proche que possible. Et la philosophie du can-do, c'est l'expression de sa confiance dans le peuple sud-coréen. Durant la période qui va de 1961 à 1979, les Sud-Coréens ont quand même montré une ardeur au travail, une inventivité, une énergie, une discipline, une rigueur, une solidarité, une confiance en eux exceptionnelle. Et par la suite, ils ont continué à cultiver ces caractéristiques jusqu'à aujourd'hui. Le peuple est donc évidemment un acteur clé du succès du pays. Mais ce peuple a eu besoin d'un leadership avisé pour montrer la voie à suivre. Et Park Chung-hee est l'artisan, le concepteur d'une stratégie de développement qui est, je dirais, à la fois réaliste, ambitieuse et très audacieuse. Et ses successeurs ont suivi cette voie et ont repris ces trois caractéristiques jusqu'à ceux qui s'opposaient à lui politiquement, comme Kim Dae-jung. La Corée du Sud a eu besoin de leaders, notamment dans les périodes de crise, dans les tempêtes économiques internationales. Je pense par exemple à la crise énergétique des années 1970 ou à la fameuse crise FMI de 1997 à 2000. Ainsi, on peut dire que, me semble-t-il, le développement économique en Corée du Sud a réussi parce que les leaders sud-coréens ont eu confiance dans leur peuple et parce que cette confiance a été assez souvent réciproque. 박정희 대통령에 대해서 굉장히 깊게 공부하신 입장에서 그를 어떻게 평가하는지도 궁금하고요. 뭐 새삼스러운 질문이긴 한데 어떻게 평가하는지도 궁금하고 인류사적인 관점에서 보는 이제 객관적인 박정희에 대한 평가와 본인이 바라보는 이제 주관적인 시각에서의 박정희 평가 두 가지에 대한 얘기를 좀 들을 수 있을까요? Alors, d'abord, c'est très difficile d'avoir une perspective vue objective. Et bien, il me faudrait des heures pour vous répondre. Mais je vais faire plus court. Donc, je dirais qu'à l'échelle de l'histoire de la Corée du Sud, de l'Asie de l'Est et du monde de la période qui va entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 90, c'est très important de garder ça en tête, Park Chung-hee symbolise plusieurs choses, ou incarne, me semble-t-il, plusieurs choses. C'est un homme qui a complètement transformé son pays parce qu'il avait un projet global qui ne se réduit pas à sa simple dimension économique. C'est un homme qui a rappelé à son peuple, parfois un peu fataliste, son génie propre, son histoire, ses capacités, son aptitude à faire de grandes choses. C'est un homme qui a fait passer la Corée du Sud d'un statut de victime de l'histoire à un statut d'acteur de l'histoire, dans le monde de la guerre froide où il était très difficile de se faire une place. Et enfin, c'est un homme qui a permis à la Corée du Sud de se projeter dans l'avenir. Alors, de manière plus subjective, moi je vais vous dire très simplement que, comme tout historien qui travaille sur une grande personnalité, quand je dis grande par sa notoriété, par ses actions, je trouve le personnage de Park Chung-hee passionnant. Travailler sur Park Chung-hee, c'est une tâche difficile, parce qu'il ne laisse personne indifférent, surtout en Corée. Il suscite des réactions parfois d'opposition farouche, car il était inflexible, car il était très dur, brutal avec ses opposants, autoritaire, et convaincu que la démocratie libérale, au sens actuel, c'est pas une priorité quand on a le ventre vide. On ne peut pas nier cet aspect, mais on ne peut pas le réduire, le limiter à ça. C'est pas possible. Et moi, je découvre sans cesse des aspects nouveaux de sa personnalité et de son œuvre. Et c'est le travail de l'historien, je crois, d'enquêter, de fouiller, d'analyser, d'assembler et surtout de contextualiser. 알겠습니다. 그러면 또 한 가지 여쭤보자면 외부적인 평가가 좀 필요한 사안인데 대한민국 성장이 박정희 대통령이 주도한 공업화가 이제 큰 영향을 끼친 건 사실이거든요. 우리가 되게 큰 돈을 만질 수 있는 그런 경제 상황이 아니라서 공업화를 이루는데 매진을 했었어요. 그래서 여기에 최근 들어서 그때는 아무렇지도 않았는데 최근 들어서야 환경 파괴를 했다라는 오명을 갖다 붙이고 있어요. 그래서 이와 관련해서는 어떤 견해가 있는지 좀 알고 싶어요. Alors encore une fois, je dis ça tout le temps, mais il faut se replacer dans le contexte.
toutes les politiques de croissance, de développement, dans les pays du monde entre 1945 et disons les années 80-90 sont énormément polluées. En France, entre 1945 et 1975, la période qu'on appelle les 30 glorieuses, aujourd'hui on la surnomme les 30 pollueuses. Donc aujourd'hui on a une très grande sensibilité aux questions environnementales. À l'époque on s'en préoccupait pas du tout ou très peu. Pour les pays pauvres, l'urgence c'était de sortir de la pauvreté, de se développer, et peu importe le coût environnemental. Cependant, la Corée du Sud est un cas particulier. Park Chung-hee, et on le sait très peu, voire pas du tout, c'est un des rares chefs d'État d'un pays en développement, voire peut-être un des seuls, qui s'est préoccupé d'environnement. Alors par exemple, il a poursuivi une politique de reforestation qui avait été entamée avant mais qui n'avait pas bien fonctionné en mettant en place un plan de 10 ans, entre 1968 et 1978. Et Park Chung-hee s'implique personnellement dans ces projets de loi environnementale. Par exemple, en observant des ordures lors d'une promenade en montagne en 1967, il demande à ce qu'une loi réglemente la protection de ces espaces magnifiques qui font un peu la beauté de la Corée. On peut citer quantité d'exemples. Il y a eu 10 grandes lois, 10, entre 1961 et 1972 sur la protection de l'environnement. Par exemple, la loi sur le contrôle de l'érosion. Alors, cette loi qui date de 1962 est suivie par une loi quelques années plus tard, c'est un autre exemple, en 1967, la loi sur la réglementation de la chasse et de la protection des animaux sauvages. La loi sur les parcs naturels en 1967 qui conduit à la création de 12 parcs naturels nationaux. Et enfin, en 1971, la loi sur l'introduction de ce qu'on appelle une ceinture verte dans le programme de planification urbaine. Alors bien sûr, ça ne fait pas disparaître toute la pollution entraînée par le développement économique. Mais les faits montrent qu'il y a une réelle préoccupation pour l'environnement en parallèle. 네, 오히려 환경 파괴보다도 환경을 굉장히 생각하는, 드물게 생각하는 대통령이었다는 평가를 해주셨는데, 근데 이제 우리가 박정희 대통령 업적 중에 이제 좀 계승하고 이를 좀 발전시켜 나아가야 될 게 있다면 어떤 게 있을까요? Oui, Park Chung-hee a ouvert de nombreuses voies pour l'avenir de la Corée du Sud. J'en citerai quelques-unes. D'abord, le mouvement Semaeul. Ce mouvement de rénovation donc, des campagnes sud-coréennes a été un succès dans les années 1970. Il existe encore aujourd'hui. Il s'est exporté dans les autres pays à travers de puissantes fondations. L'agriculture, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui dans une planète qui va atteindre bientôt les 10 milliards d'habitants. Et Park Chung-hee, qui avait souffert de la faim quand il était enfant, il ne faut pas l'oublier ça, considérait qu'être autosuffisant c'était indispensable. Et la Corée du Sud atteint l'autosuffisance en riz en 1976. Alors deuxième aspect, deuxième voie, je dirais l'importance du savoir technologique et scientifique. Park Chung-hee avait compris qu'il fallait être une puissance technologique et scientifique pour survivre dans la compétition mondiale. Et il l'avait compris dès les années 1960. Il crée en 1967 le ministère des sciences et de la technologie, le Ministry of Science and Technology, qui c'est à l'époque un cas quasiment unique dans un pays dit du tiers-monde. Et suivent en 1971 le Korean Advanced Institute of Science, en 1973 la Daedok Science Stone, qui est la première Silicon Valley, si on peut dire, d'un pays en développement. Donc tout ça montre une vision très, très lucide de ce que sera l'avenir, lointain. Troisième aspect, l'importance donnée à l'éducation. Pour Park Chung-hee, un peuple ignorant, c'est un peuple qui sera toujours pauvre et toujours incapable. Et la charte de l'éducation de 1968, qui est un texte à la fois, comment dirais-je, percutant et magnifique dans ses objectifs, dans ses buts. Oui. Donc, et d'ailleurs, c'est assez amusant, si je puis dire, parce que Park Chung-hee a donné aux étudiants des armes intellectuelles qui, ironie du sort, ont aussi servi à contester sa politique. Mais Park Chung-hee considérait ça, somme toute, assez logique, tout en soulignant, il le disait, les étudiants sont les leaders politiques de demain, mais pas aujourd'hui. Et je crois que c'est un énorme atout pour les Coréens, cette importance donnée à l'éducation, au savoir. Mais là, c'est peut-être le professeur qui parle. Alors, autre élément, ça va peut-être surprendre, mais la politique culturelle. On caricature souvent Park Chung-hee en insistant sur la censure qui régnait alors. Et Park Chung-hee est souvent détesté aujourd'hui dans les milieux intellectuels et par les artistes, je le constate. Alors, cette censure a existé, bien sûr, mais Park Chung-hee et son gouvernement ont aussi sauvé de la destruction, de la ruine, des trésors archéologiques coréens.
Et Park Chung-hee a contribué à faire redécouvrir aux Coréens des héros nationaux, comme le roi Sejong, et comme les héros des guerres d'Imjin contre le Japon, je pense à l'amiral Lee Sun-shin, ou au général Gwang-yul. Donc Park Chung-hee répétait souvent que la Corée est un pays riche de 5000 ans d'histoire. C'est pas forcément vrai, mais c'était une manière d'insister sur la force de ce patrimoine qui devait être mis en valeur. Dernier aspect, l'intérêt pour le monde. Alors, il était certes beaucoup plus difficile de voyager hors de Corée du Sud dans les années 1960 et 1970, les visas étaient très contrôlés. Mais Park Chung-hee s'intéressait aux autres pays, et notamment la France. Il y a envoyé sa propre fille, Park Geun-hye, en 1974. D'ailleurs, il a toujours condamné l'isolement de la dynastie Joseon au XIXe siècle. Il pensait que c'était une très mauvaise chose. Donc il s'est inspiré de pays étrangers pour sa stratégie économique. Il aimait la modernité, c'était un homme qui avait une appétence pour les nouveautés, qu'elles soient technologiques ou autres. Et enfin, il voulait faire de la Corée du Sud un pays d'influence mondiale. Alors, je vais juste citer un exemple, parce que les Jeux Olympiques viennent de se terminer en France, mais le 8 octobre 1979, c'est-à-dire très peu de temps avant sa mort, Park Chung-hee et son gouvernement avaient validé la candidature de Séoul pour les Jeux Olympiques de 1988. C'est sous Park Chung-hee que l'impulsion a été donnée, qui a abouti à cette formidable réussite qu'ont été les Jeux Olympiques de Séoul. 그리고 이제 역사 교육자신데 그 과거의 인물을 우리가 평가하는 데 있어서 어떤 부분이 중요하다고 생각하시나요? Alors, déjà, le terme d'évaluation ne me semble pas très approprié. Je pense que l'historien doit plutôt analyser et expliquer. Alors, bien sûr, il en tire une appréciation générale. Alors, je pense qu'il faut trois choses. D'abord, il me semble important, je le répète encore, de contextualiser, de replacer les actions d'une figure historique dans un contexte plus général. Donc, on ne peut pas faire autrement qu'étudier une figure du passé avec nos yeux d'aujourd'hui, parce que voilà, on vit dans notre époque. Mais on ne peut pas appliquer nos critères actuels sur des figures anciennes. Alors, par exemple, pour l'histoire de la Corée, dire que le roi Sejong était machiste ou que la question des droits de l'homme était ignorée par le roi de Goryeo Wangon, ça n'a pas tellement de sens. Mais ça n'empêche pas d'écrire qu'une figure historique était cruelle, était courageuse, était bienveillante. On peut l'écrire, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire, il y a des valeurs qui ne bougent pas. Deuxième élément, je crois profondément qu'il faut bien prendre en compte des aspects biographiques comme la jeunesse, comme les origines sociales, l'éducation. Je crois que ça forge profondément une personnalité, peut-être plus qu'un caractère qui peut changer au fil des années. Enfin, il me paraît essentiel, autant que possible, d'essayer de ne pas tenir compte des images post-mortem, ou même de leur vivant d'ailleurs, qui sont associées à ces figures historiques. C'est très difficile de s'affranchir de ces préjugés, de ces clichés, de ces caricatures, qu'elles soient positives ou négatives. 네, 오늘 굉장히 좋은 말씀 많이 들었고요. 우리가 곡해하고 있거나 잘못된 생각 그리고 이런 것들이 외부인의 시선으로 보는 게 얼마나 중요한지 좀 알게 되는 시간이었고 오늘 그 주제와 관련해서 뭐 마지막으로 강조하거나 하지 못한 말이 있다면 하나 정도 들을 수 있을까요? Je tiens d'abord à vous remercier pour vos questions que je trouve vraiment variées, intéressantes et qui m'ont amené à réfléchir aussi sur mon métier. Alors ça permet d'aborder, si on en revient à Park Chung-hee, puisque c'est quand même un peu le sujet, d'aborder un peu son œuvre sous des formes et des aspects variés, et c'est ça qui me semble le plus important. Essayer de sortir des caricatures, des clichés, qu'ils soient négatifs ou positifs. Replacer les événements, replacer la figure, replacer l'action de Park Chung-hee dans son contexte historique, c'est très important. Moi, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Mais je suis convaincu qu'avec un travail sérieux et dépassionné, les lecteurs, les auditeurs se feront leur propre opinion de façon raisonnable. Alors, je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné l'occasion d'en avoir parlé. 감사합니다. 네, 오늘 여기까지 들어봤고요. 오늘 그 베르트랑 교수님께서 하신 말씀 중에 가장 그 인상 깊었던 말은 박정희 대통령에 대해서 조국을 완전히 변화시킨 남자다라는 말이 굉장히 가슴에 와서 박히는데요. 근데 우리는 참 다양한 평가를 하고 있는데 박정희 대통령에 대해서 근데 오늘 외부인의 시선으로 객관적이고 주관적이고 뭐 이런 걸 떠나서 우리가 바라보지 못하는 어떤 또 다른 지점이 있는 것 같아서 박정희 대통령을 너무 우리가 단편적으로 평가하고 일부 폄훼하는 세력들에 찬동해서 혹은 그들에 대항해서 분열만 하고 있는 거 아닌가. 오늘 베르트랑 교수님이 하신 말씀처럼 역사적 맥락 안에서 시대적 상황 안에서 해석하고
그렇게 해서 평가해야 될 것으로 보입니다. 자, 오늘 그 베르트랑 교수님하고 이지현 이사님 나오셔서 너무 고맙습니다. 이상 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.